Comment les projets d'énergie renouvelable s'inscrivent-ils dans le droit de l'environnement? C'est son thème principal. Pour répondre à cet enjeu, à cette question, j'invite les intervenants à me rejoindre. Enora Trédan, responsable du programme Énergie marine renouvelable et biodiversité à la Ligue pour la protection des oiseaux. Valentine Norève, responsable du programme Nature 2050 à la CDC Biodiversité. Paul Elfassi, président du pôle réglementaire du CERF. Et Christian Couturier, directeur de l'association Solagro. Alors, lors de la première table ronde de ce matin, nous avons évoqué opposition entre énergie renouvelable et biodiversité. Nous allons voir maintenant si le droit de l'environnement les oppose également ou au contraire s'il permet de les concilier. Et ma transition est toute trouvée avec la première table ronde puisqu'on a terminé sur la notion de biomasse. On a rappelé que c'était une filière qui était vraiment au cœur des enjeux puisque, par définition, on fait plein de choses avec la biomasse. On nourrit les populations, on fait de l'énergie, on fait du bois pour la construction, etc. Donc c'est une filière qui, pour le coup, l'enjeu de conciliation des enjeux est très important. C'est pour ça que j'ai envie de donner la parole en premier à Monsieur Couturier. Alors, peut-être qu'on a des slides qui vont passer. Est-ce que vous pouvez vous décaler un petit peu plutôt au fond des sièges pour qu'on puisse voir les présentations? Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, décalez-vous de 2 places. Parfait. Et il y a encore des places devant, donc les gens qui sont au fond, avancez, installez-vous. On continue nos réflexions. Donc Christian Couturier, vous êtes directeur général de l'association Solagro, qui est spécialisée sur cette filière biomasse. Comment aujourd'hui, dans cette filière, on essaye de concilier biodiversité et production d'énergie? Alors, sur la question du droit de l'environnement en matière de bioénergie, le droit actuel, il n'est pas suffisant pour atteindre les objectifs de restauration de la biodiversité. Il ne s'agit pas simplement d'atténuer ou de réduire les impacts potentiels des projets d'énergie renouvelable sur la biodiversité. Il s'agit bien, globalement, de restaurer la biodiversité, d'inverser la courbe. Si on pouvait aller juste à la diapo suivante. D'abord, peut-être petit rappel, les bioénergies, c'est la première des énergies renouvelables, que ce soit à l'échelle mondiale. Dans la diapo juste avant. Ah oui, attendez, hop. Voilà. Donc à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne, à l'échelle nationale, et les scénarios du GIEC, les scénarios qui prévoient un objectif de 1,5 degré mis sur au moins un doublement des bioénergies à l'échelle mondiale. Donc même si c'est un thème qui sera peu abordé, je crois que je serai le seul à l'aborder dans tout le séminaire, je pense que je vous invite vraiment à travailler sur cette question de façon approfondie. Donc voilà, donc il faut raisonner pas simplement bioénergie, mais il faut raisonner l'ensemble des usages de la biomasse. Sur ce graphique que vous connaissez peut-être, ça a été un peu évoqué tout à l'heure. Quand on dit climat et biodiversité, même combat, alors plus ou moins, c'est pas tout à fait superposé, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de facteurs d'effondrement de la biodiversité ou de dérèglement du changement climatique qui sont communs. D'ailleurs, ils peuvent aussi s'accentuer les uns les autres, mais tous ne sont pas communs. L'impact des populations invasives sur le climat, par exemple, est pas très élevé. Par contre, c'est important sur la biodiversité. Donc, il y a dans ce schéma qui a été coproduit par l'IPBES et le GIEC, cette notion qu'on a des facteurs directs qui peuvent impacter soit le climat, soit la biodiversité, soit les deux. Mais à la base, on a ce qu'ils appellent les facteurs indirects. Donc les facteurs indirects qui sont d'ordre socio-économique, qui sont des facteurs institutionnels, politiques, qui sont des facteurs culturels. Et moi, je préfère appeler ça des facteurs premiers. C'est-à-dire c'est bien notre mode de consommation, notre mode de vie, notre système qui est la cause globale de ces impacts à la fois sur le climat et sur la biodiversité. Donc quand on parle de bioénergie, il faut vraiment inscrire une politique sur les bioénergies, donc à la fois pour lutter contre le climat et pour lutter contre la biodiversité, mais dans une vision plus générale de l'utilisation de la biomasse, comme ça a été rappelé. On a plusieurs usages
de la biomasse. Alors peut-être je passe à la diapo suivante. Ok. Voilà, donc juste ici. Alors, pour ceux qui travaillent sur la biomasse, vous connaissez peut-être le concept des 4 F, donc les grands 4 usages de la biomasse qui sont food, feed, fiber and fuel, donc ça c'est en anglais, donc pour désigner les usages pour l'alimentation humaine, food, l'alimentation animale, feed, l'usage de biomasse pour la fabrication de fibres, donc c'est tout ce qui est bois, textile, etc., et puis l'usage pour l'énergie. On ajoute, nous, 2 F supplémentaires. Donc il y a un premier F qu'on appelle fumure ou fertilité. C'est pour désigner les besoins de biomasse pour alimenter les sols, pour augmenter leur teneur en matière organique, pour maintenir ou préserver la biodiversité du sol, pour stocker du carbone. Donc ça, c'est la fonction fumure. Et puis il y a la fonction forêt. Alors la fonction forêt dans son sens étymologique, donc pas l'espace boisé forcément, mais les espaces dont on a, qui sont peu anthropisés, dont on a interdit la construction, l'exploitation intensive, etc. Donc des espaces peu artificialisés ou peu anthropisés d'une façon générale, et qui désignent toutes les fonctions de nature, toutes les aménités qui sont offertes par les espaces naturels, y compris des fonctions récréatives, etc. On a besoin de nature pour la nature et pas uniquement de biodiversité, ce qu'on appelle la biodiversité fonctionnelle, qui sert, ce qui a été rappelé tout à l'heure, ce qui sert globalement à l'économie, mais il y a aussi les besoins de nature pour elle-même. Donc toutes ces pistes-là, on les a explorées dans un scénario qui s'appelle After 2050, avec une brochure qu'on a publiée l'an dernier consacrée à la lecture de scénarios de transition selon la grille de lecture en termes de biodiversité. Et dans ces scénarios, et ça c'est les feuilles de route qui existent aussi, la SNBC, tous les scénarios qui existent aujourd'hui, cherchent à concilier en fait les bons compromis d'usage de la biomasse dans cette perspective multiple. Donc on parle de 2 enjeux ici qui sont climat, biodiversité, mais il y a beaucoup d'autres enjeux à aborder. Il y a les questions environnementales, les questions en termes de santé, les questions en termes de souveraineté énergétique et alimentaire. Enfin, je ne vous fais pas toute la liste des nombreux enjeux. Et donc on est forcément sur des solutions de compromis. Et toute la question, c'est de savoir donc ces usages des terres et de la biomasse qui résultent d'une histoire, ça résulte de notre système dont je parlais, système socio-économique, politique, etc. Ce pas des usages qui sont intangibles, ils évoluent, ils ont déjà beaucoup évolué par le passé, ils vont continuer à évoluer à l'avenir. Et donc il va falloir raisonner ces usages de la biomasse. Il va falloir faire plus de place aux bioénergies, parce qu'on en a besoin pour des questions de climat. On ne va pas globalement, dans un pays comme la France ou comme l'Europe en général, on ne va pas produire beaucoup plus de biomasse que ce qu'on produit aujourd'hui, pour des raisons de limite, parce qu'on veut réduire les intrants, parce que les intrants ont un impact direct sur la biodiversité. On ne veut pas non plus augmenter les importations de biomasse, parce que ça a un impact indirect sur la biodiversité à l'étranger. Donc toute la notion de biodiversité importée, qui sont liées au flux de matière qu'on importe ou qu'on peut exporter, parce ça marche aussi dans les 2 sens. Donc il y a bien cette question-là de réduire l'impact de l'agriculture ou de l'exploitation forestière sur la biodiversité en réduisant les intrants. Ça veut dire qu'on réduit la production de biomasse, et donc pour pas générer des effets induits par une augmentation des importations, ça veut dire qu'il va falloir travailler sur nos modes de consommation. Donc là, on tombe sur la question des régimes alimentaires, sur la lutte contre le gaspillage, surconsommation, l'équilibre entre protéines végétales, protéines animales, et tous les usages globalement. Donc on ne peut pas raisonner les bioénergies de façon indépendante du reste. Donc quand on parle de régime alimentaire ou de mode d'utilisation, on parle de sobriété. Le graphique que je vous ai montré juste avant, donc le travail conjoint de l'IPBES et du GIEC, qui montre que oui, il y a cause commune entre climat et biodiversité, il date de 2019. Le terme de sobriété, donc sufficiency en anglais, il est apparu dans le rapport, dans le résumé pour les décideurs du GIEC, il est apparu en 2022. Donc c'est quand même extrêmement récent qu'à ce niveau-là, on arrive à formaliser les choses pour dire que oui, il y a des combats communs à mener, il y a des causes et des racines communes auxquelles il faut s'attaquer,
Et dans les racines auxquelles il faut s'attaquer, il y a notre niveau de consommation globalement de ressources dans lesquelles il y a la biomasse et que, encore une fois, la question des bioénergies ne peut s'analyser que dans une perspective de re-questionnement de nos usages globalement des terres et de la biomasse qui pousse sur les terres. Alors, on voit avec votre schéma que c'est quand même très riche. Là, on sort du cadre, en effet, climat, biodiversité, on va beaucoup plus loin. Et dans votre titre, c'est concurrence ou synergie. Aujourd'hui, est-ce que le droit de l'environnement favorise la concurrence ou la synergie de tous ces usages ? La synergie entre ces usages, je pense que ça ne se joue pas au niveau du droit de l'environnement ou alors du droit de façon assez globale. Si on parle du droit incluant les dispositifs de planification sur l'usage des bioénergies, etc., ben, en partie, oui, on cherche bien des synergies, mais il n'y a rien aujourd'hui qui permet de vraiment intégrer les usages des bioénergies dans des schémas plus globaux. Par exemple, en France, on a ce qu'on appelle les schémas régionaux biomasse, qui découlent eux-mêmes d'une stratégie qui est la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse. Ces schémas régionaux biomasse parlent des bioénergies. Il y a une région ou deux peut-être en France, à ma connaissance, qui ont intégré d'autres usages de la biomasse, mais plutôt des nouveaux usages matériaux. Mais il n'y a pas de schéma régional biomasse qui intègre l'ensemble des usages de la biomasse, incluant l'agriculture et incluant les différents usages du bois, etc. On n'a pas de plans régionaux agriculture-alimentation, par exemple. Donc ça, c'est un trou dans le dispositif, c'est-à-dire qu'on a des schémas... Alors, on pourra peut-être en reparler aussi tout à l'heure, qui ne sont pas tellement vivants. D'ailleurs, il y a 4 régions en France qui n'ont pas produit leur schéma régional biomasse. Et ça, c'est un ovni. C'est-à-dire que les SRB et la SNMB, alors là, ça devrait être tous les 6 ans. Donc de 2018, aujourd'hui on est en 2023, donc il faudrait quand même qu'on s'y mette. Mais c'est pas... Voilà, aujourd'hui, il y a un point aveugle par rapport à ça, sur cette question de comment est-ce qu'on pilote globalement les biomasses, dont les bioénergies, mais pas indépendamment du reste. Donc il y a le CESE, par exemple, qui vient de produire un rapport sur la gouvernance de la biomasse. Donc ce n'est pas une question de réglementation, c'est vraiment, enfin, pas de réglementation au sens du terrain, enfin, on pourra en reparler aussi après, mais c'est vraiment une question de le cadre politique, le cadre général d'inscription des questions de bioénergie dans une vision plus globale, qui ne soit pas qu'une vision énergétique et climatique, mais qui est aussi une vision qui adresse l'ensemble de ces questionnements. Paul Elfassi, vous êtes avocat, vous pratiquez ce droit de l'environnement au quotidien. Quelles sont les logiques qui régissent biodiversité et énergie renouvelable dans le droit actuellement ? Oui, peut-être un... Ah non, je vais me mettre au milieu. Ah oui, on a terminé les slides, il y en aura plus, vous pouvez vous réinstaller là, il n'y a pas de souci. Il y a manifestement des faisceaux. Peut-être un mot d'introduction juste avant par rapport à ce qu'on a entendu ce matin. C'est que ce que je trouve frappant, c'est qu'il y a des mondes qui ne se parlent pas. Et en tout cas qui ont des référentiels qui ne sont pas communs. Donc effectivement, je suis également moi ravi de ce forum, puisque ça va être l'occasion peut-être de mieux échanger et de mieux se comprendre. Et le lien que je fais avec ça, c'est que lorsqu'on parle de droit, bien évidemment, on rentre dans une 4e dimension. Et donc, je vais essayer de réconcilier effectivement la matière juridique et le terrain, comme on l'a dit depuis ce matin. Étant observé, pour finir sur cette introduction, qu'il ne faut pas trop attendre du droit, je le dis à chaque fois, c'est mon opinion, donc je la martèle. Il ne faut pas penser que l'encadrement juridique est la clé de tous nos problèmes, c'est plutôt l'inverse si on regarde ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années. Alors, comment le droit de l'environnement appréhende tout ça ? Il a une forte ambition, le droit de l'environnement, parce qu'il veut effectivement faire en sorte qu'on protège la biodiversité, et c'est très bien. Il va agir à plusieurs niveaux. Il va être dans une logique de zonage, c'est par exemple les zones Natura 2000. Il va aussi agir directement sur les espèces, c'est le régime des espèces protégées sur lequel je vais revenir aussi. Et d'ailleurs, à ce sujet, attention, c'est pas parce qu'on a des espèces qui sont juridiquement protégées qu'elles sont menacées. On a à peu près 7000, je crois, je reprends mes notes, ouais, 7250 espèces protégées.
mais on n'a que 2500 espèces qui sont menacées. On regarde la classification UICN. Donc en fait, il faut faire attention. C'est difficile de savoir de quoi on parle, mais dès lors qu'on rentre dans des qualifications plus ou moins juridiques, il y a des réalités qui sont parfois un petit peu surprenantes, alors qu'on a plus de 80% des oiseaux qui sont protégés et 100% des chiroptères, voilà, par exemple. Alors, comment s'y prend le droit de l'environnement pour faire tout ça ? Eh bien, il va agir quand même à toutes les étapes. Il va agir au stade de la planification. Je vais vite, parce que c'est assez connu. Mais c'est juste pour dire qu'il est quand même il va prendre tout en compte. Donc, j'ai un plan ou un programme type plan local d'urbanisme. On a parlé des DSF tout à l'heure, documents stratégiques de façade. Hop, je vais avoir de l'évaluation environnementale dès cette étape. Avec la difficulté d'ailleurs qu'on a un problème d'échelle et qu'à mon avis, il ne faut pas non plus trop attendre de l'évaluation environnementale sur la planification, parce qu'en réalité, ce n'est pas la bonne échelle et on ne met pas la bonne pression d'inventaire. Mais ça, on pourrait y revenir si vous avez des questions. Plan, programme. Ensuite, bien évidemment, c'est le développement des projets, et pas que les projets d'ENR. Donc, eh bien là, c'est le dossier de demande, et la pièce maîtresse, ça va être l'étude d'impact. Et à cet endroit, c'est intéressant, parce que là, il va y avoir un dialogue avec les personnes spécialisées, les administrations spécialisées, la DREAL, le CNPN, les parcs nationaux, etc. Et puis, la deuxième branche de l'évaluation environnementale, vous savez, c'est la participation du public. Et c'est encore une nouvelle occasion d'un échange, en tout cas, avec le public lambda, mais surtout, peut-être, en tout cas, vu le thème là, de la biodiversité, des associations de protection de l'environnement qui, elles, vont avoir un point de vue expert. On peut espérer pas trop de posture, surtout experts sur les sujets qui intéressent la biodiversité. Ça a été rappelé tout à l'heure, le mécanisme, c'est ERC. On cherche à éviter. Si on n'a pas réussi à éviter, on cherche à réduire. Et si jamais vraiment j'ai ni pu suffisamment éviter, ni pu suffisamment réduire, à ce moment-là, je peux rentrer dans une logique de compensation. Contrairement à ce que j'ai entendu ce matin, moi je ne partage pas du tout l'opinion selon laquelle les ENR auraient été développés, en tout cas en majorité par des cow-boys. Moi, ça fait quand même presque 25 ans que je fais ce métier aux côtés des ENR. En tout cas, les cow-boys, ils ne sont pas venus me voir, ni à titre professionnel, ni à titre syndical. Et s'agissant de la démarche ERC, elle est bien mise en œuvre. De toute façon, on a des études d'impact qui sont conçues comme ça. Donc, de toute façon, on ne peut pas s'écarter de ce chemin-là, éviter, réduire, compenser. Et d'ailleurs, le Code de l'environnement nous dit que si jamais je n'arrive pas à suffisamment éviter, réduire, compenser, le projet doit être refusé tout simplement. Donc la partie se joue d'abord devant l'administration qui fait son travail et ensuite devant le juge, mais en réalité, les opérateurs, dans leur écrasante majorité, font le travail, à mon avis. Planification, développement, c'est-à-dire je demande mes autorisations, mais même après, une fois que j'exploite, que j'ai construit, que j'exploite, eh bien, j'ai encore des contrôles au titre de la biodiversité et ça donne lieu à des sanctions qui peuvent être administratives ou pénales. Donc on voit bien qu'on a un système complet. Peut-être juste un mot, parce que je crois que c'était ça qu'on s'était dit, sur le rôle de l'étude d'impact dans tout ça. Pour faire juste un petit focus rapide, l'étude d'impact, vous savez comment ça fonctionne, c'est extrêmement simple dans son principe, dans sa dynamique globale. J'ai un état initial que je regarde avec beaucoup d'attention. J'ai un projet, je mets le projet sur cet état initial et je regarde quels effets il reste. J'ai choisi ma zone astucieusement grâce peut-être à de la planification bien faite et j'ai commencé par éviter, après je réduis et là j'ai des impacts nets. Normalement je m'arrête là puisque la compensation c'est déjà une première roue de secours d'une certaine façon. Je ne suis pas censé compenser. Si je compense, c'est que j'ai commencé à détruire, c'est que j'ai commencé à affecter. Donc c'est d'abord éviter, réduire. Et si jamais c'est possible, compenser ou souhaitable. J'insiste encore sur un point. Moi, les études d'impact que je vois, elles font entre 1000 et 7000 pages pour les amoureux de l'offshore que je vois assez bien placés dans la salle. Ça ne me donne pas l'impression que les études d'impact sont mal faites. Au contraire, c'est-à-dire qu'on est sur une telle hypertrophie de ce qu'on nous demande à l'article R122-5 du Code de l'environnement qu'en réalité, ça pousse à créer de la donnée et ensuite à la partager, comme on le disait tout à l'heure. Alors finalement, à quoi ça sert cette étude d'impact, et ça fera le lien avec le prochain sujet, c'est que donc ça sert à bien définir les projets selon la démarche ERC, ça sert à avoir de la donnée, vous savez qu'on a un fichier des études d'impact donc qui est censé être ouvert à tous,
Et puis ça permettra, ce qui sera un peu mon dernier sujet, de savoir si j'ai besoin de cette fameuse dérogation espèces protégées. Tout à fait, on en parlera dans un second temps. Mais merci. Valentine Norève, vous êtes responsable du programme Nature 2050 à la CDC Biodiversité. Ce programme a pour objectif de restaurer la biodiversité. On n'est même plus dans l'étape de « je préserve ». Là, on va plus loin, on la restaure. Le droit de l'environnement, à vos yeux, aujourd'hui, est-ce qu'il est équilibré ? Est-ce qu'il concilie les deux enjeux ? Est-ce qu'il permet même une restauration de la biodiversité ? Bonjour, bonjour à toutes et tous, merci beaucoup. Donc pour vous préciser rapidement, le programme Nature 2050, donc c'est un programme de mécénat, de financement de projets de solutions fondées sur la nature, mais que des projets volontaires. Donc on n'est pas du tout dans une optique de compensation. Mais du coup, moi, je voulais surtout revenir sur la compensation aujourd'hui parce que c'est l'activité cœur de CDC Biodiversité, en tout cas l'activité historique. On en a pas mal parlé tout de suite, on en a parlé tout à l'heure, mais la compensation, elle est introduite dans le Code de l'environnement dès 1976, donc c'est assez ancien. Mais il était noté si possible. Autant dire qu'on ne compensait absolument pas depuis 1976 et jusqu'en 2016. Et la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages qui introduit l'objectif d'équivalence et d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Et on supprime aussi la mention si possible. Du coup, le Code de l'environnement, en tout cas pour la compensation, et ce dont je peux parler aujourd'hui, est relativement bien fourni là-dessus. Parfois un peu compliqué à appliquer, mais c'est ce que CDC Biodiversité fait, va pouvoir accompagner les porteurs de projets dans l'application de la planification et surtout dans la mise en œuvre de la compensation, puisque je vous rejoins complètement sur le fait que éviter et réduire, c'est le plus important, mais parfois il va falloir aussi compenser. De quelle manière vous accompagnez les acteurs sur la compensation ? Alors, on va pouvoir les accompagner tout au long de l'obligation de compensation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rechercher les terrains sur lesquels on va devoir mettre en œuvre les mesures compensatoires. On va aussi les accompagner pour la définition des mesures compensatoires. On va pouvoir sécuriser le foncier avec eux. On va pouvoir faire des travaux de génie écologique pour réaliser les mesures compensatoires ainsi que les plans de gestion, où on va pouvoir s'assurer que les objectifs à minima d'absence de perte nette seront réalisés et si possible de gain de biodiversité. On va ensuite pouvoir suivre les travaux durant toute l'obligation réglementaire de compensation. On parle là de plans de gestion et de suivi sur 30 ans, sur 50 ans, voire sur plus longtemps. CDC Biodiversité a aussi des conventions nationales avec des opérateurs d'énergie renouvelable pour s'assurer de leur permettre au mieux de remplir leurs obligations réglementaires de compensation de leurs projets. On en a parlé un petit peu ce matin, puisqu'on avait le rapporteur avec nous de la loi d'accélération des énergies renouvelables, Monsieur Pierre Cazeneuve. Cette loi d'accélération, elle va se mettre en place, elle va s'appliquer progressivement. Est-ce que vous y voyez un moyen, est-ce qu'on a résolu, est-ce qu'on a avancé sur cette conciliation environnement et biodiversité, ou est-ce qu'on a reculé ? Quel regard vous portez sur cette loi ? Alors moi je pense que cette loi va permettre bien évidemment le déploiement des ENR, et ce qui me paraît particulièrement intéressant, c'est les zones d'accélération qui devront être développées notamment par les communes et qu'il va falloir accompagner pour développer, notamment pour résoudre, si on peut et autant qu'on peut, le problème de conflit d'usage du foncier. Puisque, si je parle encore compensation, les zones d'accélération des ENR vont avoir tendance à être réalisées sur des zones peu intéressantes pour la biodiversité, des zones dégradées, puisque ça permet de limiter la perte de dégradation de biodiversité, la limitation, de la dégradation de la biodiversité due au projet ENR et donc sur les zones d'accélération. Et du coup, de limiter le besoin du recours à la séquence ERC et le besoin de recours à la compensation. Par contre, les zones de biodiversité dégradée, c'est aussi des zones qui sont hyper intéressantes pour la mise en œuvre de la renaturation et donc de la compensation. C'est pour ça qu'il va falloir trouver le moyen d'accompagner le mieux possible les collectivités et les communes pour la définition de ces zones d'accélération. Et essayer de faire en sorte que le développement des ENR bénéficie du coup à la biodiversité. Là, on rentre bien dans la conciliation. Donc, petite crainte, il faudra bien définir ces zones d'accélération, mais elles sont aussi porteurs d'optimisme. Enfin, voilà, elles peuvent être l'occasion d'améliorer cette synergie. Donc, comme on vient de voir, le droit de l'environnement est très fourni et très fort. Hein, c'est le droit fort. Pierre Cazeneuve l'a aussi défini comme ça ce matin. Mais il est aussi mouvant. On a encore une nouvelle loi
ENR. Je vois Monsieur Elfassi qui lève les yeux. Oui, il est mouvant, il s'écrit tous les jours, notamment à l'Assemblée et au Sénat, mais aussi à travers l'interprétation qu'en font les spécialistes du droit. J'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse dans nos réflexions sur un arrêt, qu'on s'arrête sur cet arrêt, justement, du Conseil d'État, un arrêt récent qui a permis de clarifier une notion, on en parlait tout à l'heure, la prise en compte des espèces protégées. Il est récent puisqu'il date de décembre 2022 et il va quand même aussi énormément faire avancer le débat. Paul Elfassi, est-ce que vous pouvez revenir sur cet arrêt et nous rappeler rapidement, de manière la plus claire possible, quelles sont les grandes avancées de cet arrêt du Conseil d'État? Il faut concilier rapidement et de la manière la plus claire possible. Voilà. On est dans la conciliation. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Ben là, c'est le bon exemple de la conciliation. Alors, c'est pas un arrêt, d'ailleurs, c'est un avis contentieux rendu par la section du contentieux, donc dans une formation solennelle du Conseil d'État. Pourquoi on a choisi d'en parler ce matin? C'est parce que, compte tenu de l'objet du forum et puis des différents profils des inscrits, je pense qu'il faut qu'on prenne conscience collectivement d'où qu'on se place, que cet avis du Conseil d'État sur les espèces protégées, je pense que vous le connaissez, je vais vous le commenter, rebat les cartes. C'est qu'il y avait un débat depuis une dizaine d'années sur quand est-ce que j'ai besoin d'une dérogation espèce protégée, ce que j'appelle l'amont, moi, parce que j'essaye d'être clair, je vais essayer d'être clair après. Et quand est-ce que quelles sont les conditions qui font que j'ai une dérogation qui est légale, hein, donc ça c'est l'aval, les conditions de légalité de la dérogation. Et donc on hésitait parce qu'en fait, si je prends les conditions de la dérogation espèce protégée, vous savez, on est dans un régime de protection stricte, j'en ai 3. Les 3 sont nécessaires. Je les rappelle parce que même si vous les connaissez, ça vous permettra de vous le rappeler. Il faut, pour que j'obtienne une dérogation au titre des espèces protégées, que le projet réponde à une raison impérative d'intérêt public majeur. Chaque mot étant important, en plus on est en train de faire du droit. Une raison impérative d'intérêt public, ça, à la rigueur, ça va, majeur. Donc ce régime, il n'était pas du tout fait pour les petites unités de production d'électricité décentralisées comme les ENR. Il était fait pour des très grands projets portuaires, des choses comme ça. Bon. Donc on a une première interrogation qui est peut-être en passe d'être clarifiée un petit peu grâce à la loi d'accélération sur les ENR, parce qu'on attend un décret qui devrait fixer des seuils, et ces seuils devraient ne pas être trop hauts, de sorte que ça reste cohérent. Mais il faut quand même qu'on réponde à cette raison impérative d'intérêt public majeur. La deuxième condition qui donc s'ajoute à la première, c'est qu'il faut que j'arrive à démontrer qu'il n'y avait pas d'autre solution alternative satisfaisante. Je ne pouvais pas mettre un autre endroit pour faire autre chose. C'est très, très exigeant comme condition. Et puis la troisième, c'est est-ce que dérogation accordée, c'est-à-dire droit d'affecter les espèces protégées obtenues, est-ce que cette dérogation est susceptible d'avoir pour effet que je vais porter atteinte à l'état de conservation favorable des populations d'espèces dans leur aire de répartition naturelle? Bon, pour les naturalistes, ça leur parle. Je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer, puisque chaque mot est important. En tout cas, on a 3 conditions qui sont très exigeantes et qui faisaient que nombre de dérogations espèces protégées étaient annulées par le juge parce qu'on n'arrivait pas à démontrer qu'on répondait à l'une ou l'autre de ces conditions. Ça, c'est sur la question de savoir quand est-ce qu'une dérogation est légale. À partir du moment où on se disait, mais en fait, j'ai à peu près aucune chance, soit de l'avoir, soit qu'elle soit finalement validée par le juge, avec s'agissant de l'éolien, au moins entre 70 et 100% de contentieux, ça invitait effectivement les opérateurs à essayer d'échapper au champ d'application de cette dérogation. Et donc, on a sans arrêt navigué entre champ d'application et conditions d'application, parce qu'on était un petit peu coincés. L'apport de l'avis du Conseil d'État du 9 décembre, petite introduction parce qu'on pourrait en dire bien d'autres choses, hein. Je le signale. Apport de l'avis du Conseil d'État du 9 décembre, c'est qu'il a clarifié le champ d'application de la dérogation espèces protégées. Donc c'est quand est-ce que j'ai besoin d'une dérogation espèces protégées. L'avis du Conseil d'État, je préfère vous le dire, et si jamais il y avait des personnes qui n'étaient pas d'accord, en particulier asso ou administration, je veux bien qu'ils posent une question et qu'on échange. Voilà. Cet avis change la façon dont il faut concevoir l'obligation d'avoir à déposer une dérogation espèce protégée, tout simplement. Puisqu'il va... alors, la question qui lui était posée au Conseil d'État était la suivante. C'était, est-ce que j'ai besoin d'une dérogation au premier individu d'espèce, tous les mots sont importants, hein,
au premier individu d'espèce affecté, parce que vous savez que la dérogation, c'est pas simplement, pardon du terme, hein, tuer une espèce, c'est aussi la déranger potentiellement. D'accord ? Donc, est-ce qu'à chaque fois qu'un individu d'une espèce protégée est affecté par un projet, quel que soit ce projet et quel que soit cet environnement, l'environnement du projet, est-ce que j'ai besoin d'une dérogation ? Eh bien, un certain nombre de parties dans ce contentieux, puisque c'était une des affaires dont j'avais la charge, disaient que oui, c'est ce qu'ils ont demandé au juge administratif de juger. Mais alors, on avait un gros problème, puisqu'on avait un premier problème d'ordre juridique. C'est que, comme vous l'avez compris, on est sur un régime de protection stricte des espèces. Donc le principe, ce n'est pas la dérogation. La dérogation espèces protégées, d'une certaine manière, c'est déjà l'échec de la séquence ERC, enfin, ER alors, en l'occurrence, éviter, réduire, puisque je m'aperçois que j'ai un effet résiduel significatif sur une espèce protégée alors que je ne devrais pas. Donc si on commence à faire de la dérogation le principe, on est dans une forme d'absurdité logique par rapport au système de protection. D'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue naturaliste, parce que si à chaque fois que finalement, si j'obtiens des dérogations et qu'il faut une dérogation dès lors que j'affecte une espèce, bah, je vais la demander tout le temps. Après, il va se poser la question de savoir si je vais avoir les 3 conditions pour l'obtenir. Mais de nouveau, on est dans un système un petit peu absurde où en réalité, on aurait fait de la dérogation un principe. Or, le but de tout le monde, c'est pas détruire des espèces protégées, je le redis. Voilà. Donc on est pile dans le sujet du forum, ça tombe bien quand même, hein. C'est qu'il fallait concilier plusieurs politiques publiques et plusieurs impératifs. Évidemment la protection de la biodiversité, mais aussi, en fait, on est confronté à d'autres politiques publiques, l'indépendance énergétique, la lutte contre le réchauffement climatique et bien d'autres. Et puis, accessoirement, il faut aussi sécuriser les projets, puisqu'il se trouve qu'il y a quand même des hommes sur cette planète qui font des choses. Donc, il faut les encadrer pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, comme c'était dit ce matin, mais il faut quand même qu'ils puissent faire des choses. Alors, le Conseil d'État, c'est la juridiction suprême. Son rôle, ça tombe bien, c'est justement de concilier quand il y a des injonctions paradoxales. Donc, qu'est-ce qu'elle nous a dit, cette juridiction suprême? Elle a raisonné en 2 temps. Et d'ailleurs, alors le problème, je suis un peu coincé, c'est ce que je disais à mes amis avant de participer à la table ronde, c'est que c'est ni un public 100% juriste où j'aurais pu faire des commentaires juridiques assez denses, ni un public de naturalistes à 100% où j'ai quelques compétences aussi pour faire 2-3 interventions. Voilà, donc je vais essayer de mixer les deux, mais de nouveau dans un objectif de conciliation un peu difficile. Bon. En tout cas, le Conseil d'État nous dit désormais de raisonner en 2 temps, et c'est nouveau, donc il faut se reposer la question, il faut rebooter collectivement notre système. La première question, c'est est-ce qu'il y a un individu d'espèce dans la zone du projet ? Et à ce moment-là, on ne se pose pas la question de savoir du nombre de spécimens de cette espèce, ni de leur état de conservation. Pourquoi c'est malin, parce qu'ils sont très intelligents au Conseil d'État, d'avoir raisonné comme ça, puisque ça permet de satisfaire, je le pense, en tout cas c'est ce qu'eux ont pensé, aux conditions qui sont posées par la Cour de justice de l'Union européenne, puisque elle nous demandait, dans un arrêt, dans une décision très commentée et remarquée de mars 2021, que la logique se fasse à l'échelle de l'individu, c'est-à-dire qu'on se pose la question à l'échelle de l'individu. La réponse du Conseil d'État, ça n'a pas été de dire dès qu'un individu d'espèce est affecté, il me faut une dérogation, puisqu'on a vu que ça aboutissait à une forme d'impasse logique et juridique. Il nous a dit, on se pose la question à l'échelle de l'individu. Donc le premier temps du raisonnement, c'est est-ce que dans la zone de projet, ça reste à définir, je vois un individu d'espèce, et à ce moment-là, je dois me poser la question de savoir si j'ai besoin d'une dérogation. Évidemment, on peut s'amuser avec le beluga, les erratiques d'une manière générale. Est-ce qu'il est dans ma zone de projet, mais il n'avait rien à y faire? Bon, ça peut poser des difficultés, parce qu'on n'a pas très envie d'intégrer le beluga dans notre demande de dérogation. Et ça n'a pas beaucoup de sens. Donc on a des petits problèmes quand même dès ce premier temps du raisonnement, mais on va dire qu'on devrait s'en sortir. Une fois donc que j'ai déterminé les individus d'espèces qui sont dans ma zone de projet, la zone de projet d'ailleurs, quelle zone de projet? Est-ce que c'est la zone immédiate? Est-ce qu'on va considérer les différentes aires d'étude de l'étude d'impact? Toutes ces questions-là, ça reste encore à préciser. Mais à ce moment-là, voilà ce que nous dit le Conseil d'État. En fait, j'aurais besoin de déposer et d'obtenir une dérogation au titre des espèces protégées si, compte tenu des mesures d'évitement et de réduction, j'aboutis à un risque pour l'espèce qui est significatif ou non. C'est-à-dire que si mon risque est significatif pour l'espèce, vous remarquerez qu'il n'a pas dit individu d'espèce. Il ne m'a pas dit non plus population d'espèces.
Il me parle de risque pour l'espèce qui doit être suffisamment caractérisé ou pas. Et pour savoir si j'ai un risque d'atteinte suffisamment caractérisé pour l'espèce, il me dit il faut tenir compte bien évidemment des mesures d'évitement et de réduction, et certainement pas de compensation, des mesures d'évitement et de réduction qui doivent présenter des garanties d'effectivité. Et là, j'attire votre attention peut-être pour lancer le débat. On a, je pense, collectivement à beaucoup progressé sur la démonstration des garanties d'effectivité, et ça reboucle sur les REX, sur les partages de données pour savoir quand et comment je vais être en mesure de démontrer qu'effectivement le système de réduction que je propose présente ces garanties. Parce que le Conseil d'État a utilisé garantie. Il n'a pas dit ça serait bien que ça soit efficace. Il nous a dit il faut que ça présente des garanties, le mot est bien choisi, d'effectivité, donc attention là-dessus. Et puis, peut-être un dernier commentaire, c'est qu'il nous parle donc du risque d'atteinte pour l'espèce. Il y a une décision récente d'une cour administrative d'appel qui assimile le risque au risque avéré, puisqu'on avait là, c'était une affaire dans laquelle on constatait malheureusement des destructions d'espèces. Donc, il ne faut pas trop, apparemment, en tout cas selon cette cour, s'attarder sur le mot risque. Ce serait plutôt est-ce que j'ai une atteinte à l'espèce, voilà. Mais là, on a un petit problème, et donc s'il y a des naturalistes dans la salle, les commentaires seront les bienvenus. C'est que, attention, ce qui a été jugé ici par le Conseil d'État en termes de risque pour l'espèce ne peut pas être, cette notion de risque pour l'espèce ne peut pas être la question du risque pour son état de conservation. L'état de conservation, vous savez, c'est est-ce qu'elle peut continuer de croître dans un environnement, je synthétise, qui lui soit favorable. Pourquoi ? Parce que la notion d'état de conservation, elle est utilisée pour c'est là où j'aurais eu besoin de slides qu'on m'a interdit, je le signale pour l'Assemblée. Ça aurait été beaucoup plus simple pour vous, mais on a choisi de vous compliquer la vie. Donc, ça ne peut pas être l'état de conservation de l'espèce, cette notion de risque pour l'espèce, puisque la question de la notion d'état de conservation favorable de l'espèce, ça sert uniquement pour la troisième condition de la dérogation que j'évoquais tout à l'heure. Donc on a aussi ici, je ne vais pas aller trop loin, du travail collectif pour savoir appréhender correctement cette notion de risque pour l'espèce. Voilà. Merci. En effet, mais, ce qu'on retient quand même, c'est en effet, tous les mots sont importants et toutes les définitions sont importantes, mais on a quand même le Conseil d'État qui essaye de, comme vous disiez, de bien concilier les deux enjeux. Il a travaillé à satisfaire la protection des individus et également la conservation des espèces en général. Et Nora Trédan, vous êtes responsable du programme Énergie marine renouvelable et biodiversité, la Ligue pour la protection des oiseaux. Que retenez-vous de cet avis du Conseil d'État, vous en tant qu'association de défense des oiseaux notamment, mais en tout cas de la nature? Oui, bonjour. Merci d'abord pour l'invitation. Je voulais d'abord rappeler l'importance du dispositif de protection, enfin de dérogation des espèces protégées, en ce qu'il prévoit des critères plus stricts, comme vous l'avez rappelé, au régime de droit commun. Donc ces projets qui sont soumis à dérogation sont soumis à l'avis du CNPN, sont en plus soumis à une instruction complémentaire des DREAL, et ils sont également soumis à une obligation de rapportage auprès de la Commission européenne. Et ce rapportage permet de savoir si les impacts cumulés des différentes dérogations à la destruction d'espèces protégées seraient acceptables en termes de maintien des populations dans un état de conservation favorable. Et donc, ce dispositif permet de suivre plus rigoureusement l'état l'état des populations. Sur le résumé de l'arrêt, je ne vais pas forcément revenir dessus, vous l'avez très bien fait. Je pense qu'il y a des bonnes choses dans cet arrêt en termes de confirmation, notamment des décisions qui avaient été prises par la CJUE et qui est d'une première part que le dépôt d'une dérogation n'est pas conditionné à une intention et une volonté de détruire, mais bien dès lors qu'il y a un risque de destruction qui est suffisamment caractérisé. Et le Conseil d'État vient également préciser utilement les conditions de dépôt, et ce sont bien les seules mesures d'évitement et de réduction qu'il faut prendre en compte, et non les mesures de compensation. Et donc, voilà, vous l'avez dit tout à l'heure par ailleurs, si on a besoin d'une mesure de compensation, c'est bien que le projet porte une atteinte aux espèces présentes dans le périmètre géographique du projet et qu'une demande de dérogation est donc nécessaire.
Et je vous rejoins également en disant que le Conseil d'État ne clarifie pas vraiment ce que constitue un risque suffisamment caractérisé, donc on verra à l'avenir ce que dira le juge. Voilà, sur cette question des dérogations des espèces protégées, on espère, nous, à la LPO, que les décrets d'application, enfin, le décret d'application de cet article 19 de la loi d'accélération des renouvelables permettra une mise en balance des intérêts juridiques, c'est-à-dire que la validation du critère de réponse à une raison impérative d'intérêt public majeur se base effectivement sur des critères permettant d'évaluer le rapport coût-bénéfice environnementaux de ces projets et dans le respect du dispositif Natura 2000. Valentine Lerève, dans une autre vie professionnelle, vous avez travaillé en bureau d'études, vous avez réalisé des études d'impact, alors pas dans les énergies renouvelables, mais vous connaissez un petit peu tous ces rouages administratifs et juridiques. L'avis du Conseil d'État avance, enfin, on va dire, on avance petit à petit, on résout petit à petit chaque problème juridique un par un, mais qu'est-ce que vous retenez, vous, parce que ça va changer pas mal de choses pour les bureaux d'études qui sont chargés d'appliquer cet avis. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cet exercice pour les bureaux d'études quand vous en avez fait pour d'autres secteurs, mais qui, à mon avis, avec des problèmes similaires que les énergies renouvelables? Oui, alors je pense que je retiendrai deux points principaux. C'est que souvent, donc, les services de l'État qui vont instruire ces dossiers se heurtent malheureusement à un manque de moyens. Et donc les instructions sont compliquées, sont longues. Et là, dans le cadre des ENR, et notamment avec l'accélération des ENR, accélération de plus en plus de dossiers. Si ça ne suit pas côté service de l'État, ça risquera d'être de plus en plus compliqué d'assurer une bonne instruction des dossiers. Et je rajouterais aussi que le code de l'environnement et notamment les codes, les annexes et les articles qui vont déterminer si un projet est soumis ou pas à évaluation environnementale ou à examen au cas par cas dépendent de seuils. Et du coup, le risque est que certains projets passent sous le radar, puisque en dessous de ces seuils, on parlait d'effets cumulés tout à l'heure, ça rend d'autant plus difficile l'exercice d'évaluer les effets cumulés si les projets sont trop petits en quelque sorte pour être soumis à évaluation environnementale ou à examen au cas par cas, alors qu'à force, il y a un vrai impact. Donc il y a un petit trou dans la raquette à ce moment-là sur la gestion des effets cumulés, surtout si on accélère. Comment on pourrait prendre en compte ces effets cumulés? De quelle manière on pourrait avoir une vue, une ensemble planification? On est peut-être encore dans cette idée-là. Oui, complètement. Pour moi, on retombe vraiment sur ces questions de planification qui doivent se faire à l'échelle des territoires. On disait tout à l'heure que le déploiement des ENR, c'est un sujet territorial et je rejoins complètement cet avis-là, mais aussi une planification de la séquence ERC à l'échelle des projets. Et Nora Trédan, vous êtes spécialiste, vous, du sujet énergie marine à la LPO. À vos yeux, le droit de l'environnement actuel, tel qu'il s'applique notamment aux énergies marines, est-il suffisant pour concilier tous ces enjeux-là? Oui. Alors, effectivement, vous l'avez dit, moi, je suis responsable du programme énergie marine renouvelable. Donc, bien que je suive attentivement les questions terrestres, de réglementation terrestre, je vais me limiter sur cette question-là. Au volet maritime, ce sera plus intéressant. De rappeler effectivement que le droit impose à chaque projet de mettre en œuvre la séquence éviter, réduire, compenser, et que la première mesure d'évitement, on l'a dit déjà ce matin, c'est bien la mise en place de mesures de sobriété et d'efficacité énergétique, parce que la seule énergie qui est véritablement neutre en termes de biodiversité, c'est celle qu'on ne produit pas. Et donc je pense qu'effectivement, remplacer l'ensemble des énergies fossiles par du renouvelable, c'est une très très bonne idée. Mais il faut aussi changer les modèles de consommation qu'on a et avoir une réflexion un peu plus poussée que le simple remplacement d'une énergie par l'autre. On l'a rappelé un peu tout à l'heure, le corpus réglementaire qui encadre la protection de la biodiversité dans le développement des ENR est assez fourni déjà. Donc sur le milieu marin, on peut rajouter en plus du dispositif Natura 2000 les directives cadres sur l'eau et les directives cadres stratégie pour le milieu marin. Et en France, ce sont les documents stratégiques de façade qui viennent mettre en œuvre de manière combinée ces deux directives. Et donc, selon la réglementation française, l'évaluation environnementale des DSF doit permettre de prendre
les mesures nécessaires pour maintenir la pression des activités humaines à un niveau compatible avec le bon état écologique des eaux. Et c'est bien l'objectif de la directive stratégie pour le milieu marin. Et donc tout cela en limitant d'une part les impacts cumulés des projets futurs et d'autre part le cumul des impacts avec ceux des autres activités déjà présentes, donc entre les activités existantes et futures. Donc on a tout ce corpus réglementaire. De même, chaque projet industriel doit démontrer une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité depuis 2016. Et pourtant, aujourd'hui, plus de la moitié des eaux de surface littorales n'atteignent pas le bon état écologique des eaux. Les oiseaux marins constituent le groupe d'oiseaux le plus menacé au niveau mondial. Et donc c'est que la réglementation, elle présente quand même quelques failles. La première faille que nous on voit, c'est une absence d'approche écosystémique. Et c'est pour ça que sur la loi d'accélération des renouvelables de 2023, cette possibilité de combiner la planification de l'éolien en mer avec la planification des activités maritimes est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça va permettre une approche plus intégrée, et d'autant plus que la planification et l'évitement géographique des zones à enjeu constituent le levier le plus efficace de l'application de la séquence ERC. Et ce d'autant plus que les mesures de réduction sont plus limitées pour l'instant en mer, et les mesures compensatoires, au sens en tout cas légal du terme, sont très difficiles à mettre en œuvre à l'échelle de chaque projet sur le milieu marin. Et donc il faut envisager la compensation écologique à notre sens dès le stade de la planification, dans le cadre d'une séquence ERC intégrée, c'est-à-dire et pourquoi pas de proposer une compensation par l'offre à l'échelle de la façade, donc c'est-à-dire à l'échelle de l'ensemble des activités anthropiques et puis non seulement uniquement des EMR. Et donc pourquoi pas, lorsque pertinent, il serait possiblement utile de mutualiser les mesures de compensation entre les différentes activités concernées pour assurer l'effectivité et le suivi de leurs résultats. Et il faut également, bien sûr, développer davantage les mesures de restauration écologique, qui sont des mesures de compensation qui sont pertinentes, mais bien à l'échelle des milieux marins et pas uniquement de chaque projet. Ça nous semble important. Peut-être un petit peu longue. Je vais revenir sur quelques modifications de la réglementation qui pourraient venir compléter la protection qu'offre le droit. Je pense que la possibilité de mettre en place des protocoles de suivi et des protocoles d'études harmonisés entre les différents projets et entre les différentes étapes du projet serait quelque chose d'intéressant. D'imposer le partage des données scientifiques, donc c'est déjà fait sur une certaine partie des données scientifiques qui sont recueillies, mais ça ne l'est pas pour l'instant pour les organismes publics et les organismes de recherche. Et donc ça permettrait que le développement de l'éolien contribue plus efficacement au développement de la connaissance du milieu marin. Et on pourrait également améliorer les critères relatifs à la biodiversité dans les cahiers des charges. Donc ça c'est un peu sur une autre phase du droit, mais ça reste quand même une forme de réglementation pour permettre aux entreprises de se différencier en termes de contribution à la recherche, notamment sur l'atténuation des impacts de la biodiversité. Parce qu'aujourd'hui, le fonctionnement de l'appel d'offres fait que tout le monde s'aligne sur le montant maximum qui est proposé, et toute proposition complémentaire qui serait plus exigeante en termes de protection de la biodiversité vient peser sur le critère prix et vient défavoriser le candidat qui chercherait à aller au-delà de la réglementation en termes de protection de la biodiversité. Et donc on pense qu'on doit pouvoir faire mieux sur ces volets. Une dernière chose qu'on pourrait mettre en place, c'est de pouvoir standardiser dans les conditions d'exécution des cahiers des charges des mesures de la séquence ERC qui ont prouvé qu'elles marchaient et qui pourraient être standardisées à chaque projet pour pouvoir aller plus loin dans des conditions plus spécifiques à chaque milieu après. Alors là, on rejoint ce dont on a parlé ce matin, comment intégrer la biodiversité dans les business models, puisque les business models, notamment dans l'éolien en mer, qui est régi par un cahier des charges, c'est directement lié à ce cahier des charges. Donc vous seriez favorable pour intégrer, du coup, différencier, ne pas avoir des critères uniquement de prix, mais de donner un petit bonus aux programmes qui sont peut-être un peu plus chers, mais parce qu'ils ont intégré un volet biodiversité. Ça serait ça l'idée ? Oui, effectivement. Oui. Après, tout ça dans les limites du droit européen. On sait qu'aujourd'hui, on est
contraint par un certain pourcentage pour le prix, mais on peut aller plus loin dans la marge de manœuvre qui existe aujourd'hui. Valentine Norève, tout à l'heure, je vous voyais acquiescer parce que Enora Trédan parlait de mutualisation des effets de compensation. Avec la planification qui se dessine pour l'éolien en mer, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez possible entre activités, donc pas seulement les énergies renouvelables, mais mutualiser avec d'autres acteurs qui, comme on l'a dit ce matin, ont eux aussi des impacts de biodiversité, surtout sur le milieu marin. Est-ce que ça semble envisageable, ça ? Oui, complètement. C'est l'approche que porte CDC Biodiversité dans le cadre de la compensation par l'offre et des sites naturels de compensation. Aujourd'hui, on a un site naturel de compensation à Caussure, qui est le premier en France de site de compensation par l'offre. Ça nous a permis de restaurer, alors j'ai plus en tête la surface exacte, mais c'est peut-être 200 hectares ou 300 hectares, c'est assez important, d'anciens vergers industriels dans le sud. On a apporté une vraie plus-value pour la biodiversité. Et du coup, ça nous permet d'avoir des mesures de compensation plus importantes, d'éviter des pertes intermédiaires, puisque les mesures de compensation sont réalisées avant les projets qu'elles vont compenser. Donc effectivement, la mutualisation des mesures de compensation est une bonne piste. Donc ça passerait par la compensation par l'offre. Et vous pouvez réexpliquer un petit peu la différence entre le principe de cette compensation par l'offre, parce que je sais qu'il y a une autre manière de voir la compensation. Donc la première manière de voir la compensation, qui est la plus classique aujourd'hui, c'est la compensation à la demande, c'est-à-dire qu'on définit les impacts résiduels significatifs que doit compenser le porteur de projet, qui fait appel à un opérateur de compensation qui va chercher le foncier, donc compenser pour ces impacts-là. La compensation pour l'offre, c'est définir des sites naturels de compensation avant même de savoir ce qu'on va compenser, mettre en place les mesures de compensation, de renaturation et donc d'amélioration de la biodiversité via des travaux de génie écologique, et après, par la suite, la vente d'unités de compensation. Donc là, on définit le prix et la surface d'unités de compensation, et on définit tel projet va avoir besoin de X unités de compensation pour compenser ces impacts résiduels significatifs. Et là, on voit bien le lien qu'on peut avoir avec la planification. Si on sait qu'on doit planifier X parcs éoliens en mer, on en parlait de 50 d'ici 2050, là, on peut commencer à imaginer quels besoins compensatoires on va avoir besoin pour compenser tous ces impacts. Enora Trédan, tout à l'heure, vous parliez et on en a déjà aussi parlé ce matin, le besoin de recueillir de la donnée. On verra déjà, d'ailleurs, cet après-midi qu'il y a énormément de données qui sont déjà recueillies par tous les acteurs. Mais comment on la réunit, comment on la partage ? Ce matin, on a parlé de l'observatoire de l'éolien marin qui va se mettre en place, un des 2 observatoires créés par la loi d'accélération des énergies renouvelables. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous y voyez beaucoup d'avantages ? Est-ce que c'est une bonne chose, ou est-ce qu'au contraire, comme disait le directeur de l'EFB ce matin, on arrive un peu après la bataille ? Quel regard vous portez sur cet observatoire ? Alors, les deux sont vrais. Oui, je crois qu'effectivement, sur un certain nombre comment dire. Pour reprendre sur votre première question, je crois que l'Observatoire de l'éolien en mer est une très bonne nouvelle. Ça permet de mutualiser les données, les données, de centraliser toutes les données recueillies et de pouvoir tous collectivement évaluer le besoin de connaissances complémentaires et de le mettre en œuvre. Néanmoins, effectivement, ça arrive un peu après la bataille, et par exemple, les 2 études sur la vie-faune qui sont majeures, qui ont été lancées l'une l'année dernière, enfin un peu plus d'un an maintenant, et l'autre cette année, qui sont Migratlan et Migralion, qui vont normalement nous donner un éclairage significatif sur l'utilisation de l'arc atlantique et de la Méditerranée. On les présentera cet après-midi. Ouais, voilà. Et donc ces études-là, on va pas en avoir les résultats avant la planification qui arrive là d'un certain nombre de parcs. Et c'est vrai que c'est dommageable parce que c'est des données qui sont utiles pour pouvoir justement mettre en œuvre l'évitement dont je parlais tout à l'heure, et de choisir les sites qui auront le moindre impact sur la biodiversité. Quand on parle planification, on a aussi cette sensation qu'on prend un peu de la hauteur, puisqu'on travaille par façade avec plusieurs acteurs. Mais est-ce que du coup, on ne perd pas le lien avec chaque projet ? Parce que, comme on disait tout à l'heure, les projets de l'ENR sont des projets territoriaux. La biodiversité, ça se passe au niveau local, là où s'implante le projet. Est-ce qu'il n'y a pas du coup un paradoxe entre développer une planification vers vision macro et cette nécessité
que les parcs s'intéressent aussi à la biodiversité qui les concerne eux. Comment vous travaillez du coup? Est-ce que vous travaillez avec les parcs au niveau local? Comment vous faites pour compenser? Alors jusqu'aujourd'hui, les débats publics et les parcs s'organisaient de manière très locale. Donc par exemple sur Oléron, tous les acteurs du territoire se sont mis autour de la table à l'occasion du débat public. Donc il est vrai que cette mutualisation des débats permet d'avoir cette vision d'ensemble qui permet de justement prendre de la hauteur et de voir les impacts cumulés de l'ensemble des activités anthropiques et de voir comment on atteint collectivement le bon état écologique. Malheureusement, en contrepartie, ça veut dire que les processus, sont pas forcément débat public, mais les processus de consultation du public qui se faisaient aujourd'hui parc par parc et qui permettaient de réunir des experts qui sont parfois très, très localisés sur certaines thématiques particulières et sur certains secteurs particuliers. Donc on perd un peu cette qualité du débat, cette territorialisation, comme on parlait ce matin. Donc voilà, ça aurait été bien de conserver les deux, de garder cette hauteur-là qui est nécessaire et de pouvoir avoir quand même une forme de consultation du public parc par parc. Mais là, c'était un choix d'accélérer. Enfin, comme on veut accélérer, on veut réduire les procédures. Donc voilà, il a été fait le choix de privilégier l'aspect un peu plus macro. Monsieur Couturier, quand on voit ce qui se passe pour l'éolien en mer, avec cette vision planification territoriale, on met les acteurs autour de la table, on essaye, pourquoi pas, d'aller vers des compensations mutualisées. Dans la filière biomasse, malheureusement, on n'a pas trop ça. Qu'est-ce qu'il faut? Il manque, vous le disiez tout à l'heure, on a des schémas régionaux qui sont incomplets, qui sont parfois pas réalisés. Du coup, toute la synergie que vous avez présentée au début, elle n'existe pas sur le terrain. Est-ce qu'il faudrait une planification similaire pour la filière biomasse, afin de réallouer les usages à chaque usage de la biomasse? Comment vous imaginez les choses? Vous avez fait les scénarios 2050. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait développer aussi pour la filière biomasse? Alors, c'est pas que ça n'existe pas, c'est que c'est incomplet, c'est insuffisant et on peut toujours faire mieux. Hein, mais c'est pas que ça n'existe pas. Alors, si on parle par exemple de la méthanisation, hein, c'est un des sujets sur lesquels on travaille nous au quotidien, sur l'agro, sur le terrain. D'abord, il faut penser qu'il y a plusieurs niveaux. Hein. On parle de l'approche territoriale, mais il faut que tous les niveaux soient bien enchâssés en fait les uns avec les autres. Donc on a l'approche au niveau projet, au niveau territoire de type EPCI. Donc il y a aussi des EPCI, enfin des établissements de l'intercommunalité, si vous voulez, hein, qui ont mis en place leur plan climat, air, énergie territoriaux. En général, il y a un volet bioénergie, donc il y a un volet méthanisation, filière forêt-bois, etc. Il y a le niveau départemental qu'il ne faut pas oublier, qui a un niveau d'animation opérationnelle sur le terrain, avec notamment le rôle des syndicats départementaux de l'énergie. Nous, on a beaucoup d'exemples où les syndicats d'énergie jouent un rôle très proactif pour développer des filières énergie renouvelables, avec un objectif politique aussi du cadre dans lequel on cherche à les développer. Donc, ils sont certains qui sont très présents dans les filières bioénergie. D'ailleurs, on a besoin de cette échelle-là parce que quand on travaille sur le biométhane et l'injection sur le réseau, on a besoin des syndicats pour construire les infrastructures qui vont permettre d'aller chercher les énergies renouvelables. Donc, il y a à la fois le côté opérationnel et puis le côté pilotage politique. On a besoin du niveau régional avec les schémas régionaux dont je vous parlais, donc un exercice qui n'est pas suffisamment vivant. On a besoin du niveau national, européen, mondial, etc. Au niveau national, on a quand même mis en place un dispositif. Donc il y a une politique, il y a une doctrine française en matière de méthanisation agricole notamment, par exemple, qui fixe un taux maximum d'utilisation de cultures énergétiques dédiées dans les méthaniseurs agricoles qui est plafonné à 15%. Donc ça, c'est un modèle français qui est différent de ce qu'on retrouve en Allemagne ou en Italie ou dans d'autres pays européens. Donc ça obéit à quoi? Ça obéit à premier impact sur la biodiversité qui est l'usage des terres. Et notamment le fait qu'on mette beaucoup de biomasse dédiée dans les méthaniseurs agricoles. Un hectare de maïs qu'on va mettre dans un méthaniseur, c'est un hectare de maïs qu'il va falloir produire ailleurs. Comme les terres, à l'échelle mondiale, c'est limité, il y a forcément un impact et donc ça va se traduire par de la déforestation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le changement d'affectation des sols indirects, c'est-à-dire utiliser des matières alimentaires pour faire de l'énergie, que ce soit en méthanisation ou en biocarburant d'ailleurs, hein. Mais il peut y avoir un impact à l'étranger, donc un impact importé en termes
de biodiversité. Alors ces 15%, on pense, nous, qui pourraient être largement réduits. D'ailleurs, il y a des régions où on ne dépasse pas les 1 ou 2%, donc ce n'est pas une nécessité. Après, il faut comprendre ce qu'on met derrière ces cultures dédiées, etc. Donc ça, c'est le premier niveau. Donc ça, c'est encadré par la loi. C'est un choix qui a été fait par l'ensemble des acteurs. Moi, j'assistais aux premières réunions, on a lancé ça, où tous les acteurs, que ce soit les ONG, les syndicats, les organisations professionnelles, etc., étaient alignés avec la façon qu'on a eu de développer cette filière aujourd'hui, il y a une dizaine d'années. Ensuite, il y a un deuxième impact sur la biodiversité avec les bioénergies, c'est la dégradation des terres. Donc, le premier impact, c'est l'usage des terres, donc notamment la déforestation, mais la dégradation des habitats naturels d'une façon générale. Donc ça, c'est toute la question de la dégradation de la qualité des sols, de la perte des habitats. Bon. Alors là, aujourd'hui, il n'y a pas de cadre spécifique aux bioénergies. Par contre, il y a des actions qui sont portées volontairement par des agriculteurs. Et nous, la majorité des projets qu'on accompagne, quand on fait de la méthanisation agricole, ça s'inscrit dans des stratégies d'évolution, voire de mutation des systèmes agricoles. Donc on a un certain nombre d'agriculteurs qui passent sur des pratiques agroécologiques, qui vont pouvoir mettre en place des pratiques de couverts végétaux qui permettent de couvrir les sols, piéger les nutriments, l'azote et le phosphore. Alors là, on n'est pas sur les questions de biodiversité, encore que la qualité des eaux littorales, c'est dû aux excès d'azote et de phosphore qui sont rejetés par l'agriculture. Mais il y a aussi la question des limites planétaires, voilà, parce qu'on est sur deux enjeux aujourd'hui qui sont climat et biodiversité. On a 4 autres au moins devant nous, donc de quoi faire d'autres colloques futurs. Voilà, donc sur ce deuxième impact, sur la restauration des milieux au-delà de l'utilisation des terres, donc il y a beaucoup de pratiques, je vous disais, qui permettent de réduire, donc améliorer la vie des sols, maintenir la qualité microbiologique des sols. Donc ça, il y a des travaux qui ont été faits là-dessus qui montrent que globalement, il y a un effet qui est relativement neutre de la méthanisation sur la qualité des sols. Donc on s'assure qu'on ne crée pas de dégâts supplémentaires avec ces pratiques, etc. Donc il y a beaucoup d'actions. Donc on a mené un programme d'ailleurs qui s'appelle la méthanisation comme levier de l'agroécologie pour explorer toutes ces dimensions. Et on a un certain nombre d'agriculteurs, par exemple, qui choisissent de passer sur des systèmes en agriculture biologique parce que grâce à la méthanisation et à la bonne utilisation raisonnée du digestat, on va pouvoir se passer des intrants, donc réduire l'impact direct en termes de biodiversité, parce qu'on réduit les pesticides, les engrais, etc., mais pas générer des impacts directs parce que si on réduit trop le niveau de production, donc si on réduit trop les rendements, on va avoir besoin de plus de terre pour produire la même quantité de biomasse. Voilà. Troisième impact, donc troisième cause d'effondrement de la biodiversité, c'est le changement climatique. Dans les rangs qui sont proposés dans les travaux récents, en fait, c'est en train de monter d'un cran. L'impact du changement climatique sur la biodiversité probablement va devenir le deuxième facteur, avec ce qu'on voit en termes de sécheresse des sols, les méga-feux dans les forêts, etc. Donc là aussi, les filières bioénergie peuvent accompagner donc à la fois la réduction des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on substitue des énergies fossiles, mais aussi des stratégies d'adaptation. Et il faut aussi parler d'adaptation de plus en plus, avec un scénario à plus de 4 degrés en France métropolitaine. Il est grand temps d'en parler. Donc les écosystèmes agricoles et forestiers vont être extrêmement impactés. Ça, on le voit déjà, l'effondrement du puits de carbone en forêt. Et donc là, la question qui se pose, alors ça c'est notamment pour tout ce qui est filière forêt-bois, c'est dans quelle mesure les filières bioénergie peuvent accompagner les stratégies d'adaptation de la forêt au changement climatique. Notamment, on va vers ce que j'appelle les 4 cavaliers de l'apocalypse, c'est-à-dire sécheresse, maladie, tempête et j'en oublie incendie, tempête, maladie... sécheresse. Voilà, sécheresse, voilà. Et donc on va vers une crise systémique au niveau de la forêt et ces 4 facteurs vont s'aggraver. C'est-à-dire une forêt malade va être plus sensible aux tempêtes qui vont abattre des arbres, qui vont sécher sur pied, qui vont être des combustibles pour les futurs méga-feux, pour faire court. Voilà. Et donc dans cette stratégie-là, des stratégies d'exploitation du bois énergie peuvent permettre aussi
d'accompagner la mutation de ces systèmes. Voilà. Donc il y a au moins ces 3 niveaux d'enjeux sur lesquels les filières bioénergie peuvent apporter des solutions. Ce n'est pas automatique. Et la loi, sur plusieurs de ces enjeux, est muette, hein, c'est-à-dire que la loi ne dit pas que la méthanisation doit obligatoirement accompagner les évolutions de l'agriculture vers l'agroécologie. Les agriculteurs, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais c'est, pour les autres filières énergie renouvelable, ce n'est pas demander non plus que l'éolien est censé résoudre les problèmes de précarité énergétique, par exemple. C'est des sujets qui sont différents. Mais on pourra C'est ce qu'on disait ce matin aussi. Voilà. Un des intervenants rappelait que voilà, faut pas trop tout demander aux ENR, voilà. Mais elles ont leur rôle à jouer. Voilà, il faut juste trouver le bon curseur. Exactement. Donc elles ont leur rôle à jouer. Il faut l'articuler avec une politique agricole et même une politique agroécologique et nutritionnelle. Hein. Donc là, on a en perspective le nouveau, donc ce qui va remplacer le plan national nutrition santé, qui sera la stratégie nationale alimentation, nutrition et climat. Je ne sais plus dans l'ordre, enfin le SNANC. Voilà. Donc là, pour la première fois, on va avoir un dispositif qui va relier toutes ces questions entre elles, alimentation, climat et nutrition. Donc c'est bien ces politiques intégrées qu'on demande à ce qu'elles soient mises en place. C'est-à-dire il ne faut pas abandonner les filières énergie renouvelable isolément en disant vous avez une fonction purement énergétique, le reste c'est un peu des à côté, on va faire un peu de compensation, etc. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça, il faut vraiment les intégrer dans un changement transformationnel de la société. Alors, je vous propose, avant de passer aux questions, on prendra quelques minutes pour répondre aux questions de la salle. Un petit mot de conclusion chacun. Vous pouvez réagir à ce qui s'est dit, vous pouvez compléter vos propos. Là, on termine sur une bonne note, puisque même dans la biomasse, on commence à intégrer des politiques différenciées et ne pas isoler, cloisonner les enjeux les uns contre les autres. Paul Elfassi, un petit mot de conclusion. Moi, j'ai envie de vous... Allô, oui. J'ai envie de répéter ce que je vous disais parce que je crois que je ne l'ai pas assez dit. En fait, prenons l'exemple de l'agrivoltaïque. On s'est dit, magnifique l'agrivoltaïque, on va pouvoir tous en faire parce que d'autres filières sont peut-être un petit peu plus difficiles à développer en ce moment. Quel bon réflexe. Ah bah tiens, si on faisait beaucoup de droits pour encadrer tout ça et faire une usine à gaz sans jeu de mots. C'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'en fait... Il faut collectivement arrêter de faire du droit sans arrêt. C'est-à-dire que moi, ma devise, c'est moins on fait de droit, mieux on se porte. Et à mon avis, c'est la même chose pour les ENR. Voilà. Valentine Rêve. Moi, peut-être juste 2 points de conclusion. Je rejoins complètement Enora sur la question du business model et de l'importance de favoriser des projets qui vont dédier une forte enveloppe à la mise en place de mesures qui sont favorables à la biodiversité. Et mon deuxième point, c'est l'importance de réussir à articuler les objectifs et les législations entre développement des ENR et biodiversité. Si je prends par exemple la loi d'accélération des ENR qui va demander la révision des documents stratégiques de façade pour pouvoir mieux développer l'offshore, ça n'empêche pas de mettre en place et d'implanter des éoliennes offshore dans des zones Natura 2000 qui sont protégées au titre de la directive oiseaux et de la directive habitat, donc la législation européenne. Et on peut avoir un entrechoc, en quelque sorte, des objectifs de déploiement des ENR et de restauration et de préservation de la biodiversité. Peut-être pour finir, dire que c'est des sujets qui nous occupent beaucoup, ACC Biodiversité, ENR et biodiversité, que ce soit, comme j'ai développé tout à l'heure, l'accompagnement des acteurs et des porteurs de projets, mais aussi au sein de la mission économie de la biodiversité, qui porte beaucoup de réflexions plus globales sur comment on arriverait à concilier les deux. Monsieur Couturier. Alors moi, n'étant pas juriste, je ne vais pas dire moins de droits, hein, mais je dirais plus de politique, enfin plus de portage politique. Et plus de, alors sur les filières bioénergie, il y a beaucoup de concertation, hein, comme n'importe quel projet d'ailleurs, on est obligé de faire de la concertation locale, c'est absolument nécessaire. Par contre, on manque de moyens de portage politique, on manque et on manque d'ingénierie territoriale. Donc j'arrêterai là-dessus. Hein. Il faut vraiment qu'on ait des schémas locaux à tous les niveaux, que ce soit interco, département, région et au niveau national, avec un portage politique, avec des projets qui seront affirmés, parce que les acteurs vont s'inscrire
dans les visions politiques qui seront exprimées par les acteurs du territoire, et les acteurs institutionnels ont un rôle vraiment important à jouer. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'au niveau régional, on a en principe ce qu'on appelle des cellules régionales biomasse qui réunissent aujourd'hui sous l'autorité du préfet DRAF, DREAL et ADEME. Et il n'y a pas l'OFB, il n'y a pas les agences de l'eau. Voilà. Et donc, il faudrait que l'OFB participe, Petit appel pour l'OFB. soit intégré dans ces cellules régionales biomasse. Et Nora Trédan, pour terminer. Oui, moi, je crois qu'à contrario de M. Elfassi, le droit est important pour être le garant des enjeux de protection de la biodiversité. C'est une sorte de garde-fou et c'est important qu'on le consolide. Pour l'appliquer de la meilleure façon possible, on a aujourd'hui besoin de davantage de connaissances, ce qui sera un lien entre les différentes parties prenantes, de pouvoir comprendre mieux les impacts et d'éviter certains écueils. Des fois, on a vraiment besoin de cette connaissance le plus rapidement possible. Et sur le milieu marin, ça inclut la connaissance de l'utilisation d'espaces de nuit et en conditions de mer difficiles, ce qui aujourd'hui n'est pas tout à fait le cas. Je vous invite à poser vos questions si vous le souhaitez, si vous en avez. N'hésitez pas à vous présenter, soyez succinct, parce qu'après, il est l'heure d'aller manger. Alors, est-ce que vous... Oui, le micro arrive. Attendez, monsieur, le micro arrive. Derrière vous, tenez. Là. Voilà. Bonjour à tous. Oui, Claude Foulon, Association Environnement et Santé du Vivant. Ma question est pour monsieur Couturier. Ce qui m'a intéressé, là, c'est la méthanisation. Bon, il se trouve que nous, on s'occupe, notre association, de l'eau et des perturbateurs endocriniens via la valorisation des sédiments. Donc, qui sont pollués par divers polluants, dont, je répète, les perturbateurs endocriniens. Et on pourrait finalement valoriser le digestat de la méthanisation avec les sédiments. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci de votre question. Je n'ai pas d'avis sur le sujet, je connais pas le dossier. Il faudrait regarder quelles sont la nature de ces polluants endocriniens. Ce que va apporter la méthanisation, c'est pas sûr que ça puisse les détruire. Ça peut peut-être les dégrader, les rendre... Bon, mais ça, il faut regarder. Là, il faut s'adresser à des organismes scientifiques qui sont capables de vous prédire, enfin de mesurer ce que deviendront ces polluants. Une autre question ? Au fond, oui. Là-bas. Oui, bonjour. Je m'appelle Sophie Jacot pour la société Photosol, donc qui développe et exploite des centrales photovoltaïques au sol. J'ai une question pour Madame Noret au sujet de la mutualisation de la compensation, et notamment par l'offre. Est-ce que cette mutualisation de la compensation est juridiquement acceptée ? Je m'interroge notamment sur les principes fondateurs de la compensation, que sont l'équivalence écologique et le principe d'additionnalité. Les aménageurs ont un devoir en fait de démontrer que leurs projets, leurs actions, leurs programmes compensatoires ont permis un gain écologique. Donc finalement, est-ce que ce pot commun rendrait plus difficile la lecture de est-ce qu'un gain écologique est lié, attribué à tel projet ? Et sur l'équivalence écologique, est-ce qu'on va pouvoir mettre en place des actions pour des habitats ou des espèces qui sont impactées par un projet ? Merci pour votre question. Donc, la compensation par l'offre, et notamment les SNC, sont issues de la loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016. Ça a encore un peu de mal à se mettre en place, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y en a qu'un en France qui est fonctionnel en quelque sorte, et c'est le site de Caussure porté par CDCB. Mais ça a vocation à se massifier de plus en plus, qu'il y ait de plus en plus de sites naturels de compensation et de compensation par l'offre sur le territoire français. Et du coup, en fait, l'idée, quand on crée, en quelque sorte, quand on mène ce travail de sites naturels de compensation, c'est vraiment de travailler à conserver l'atteinte de l'équivalence écologique. Et c'est grâce à ça, c'est en calculant les unités de compensation qu'on va pouvoir s'assurer que les impacts résiduels significatifs qu'on veut compenser pour chaque projet, on conserve l'équivalence écologique. Peut-être une dernière question pour terminer la matinée. Bien. Eh bien, il y en a une au fond. Ah oui, tout au fond là-bas, à ma gauche.
Bonjour à tous. Voilà. Moi, je suis le président de l'ACER, Association Camerounaise pour les énergies renouvelables. L'association Camerounaise pour les énergies renouvelables, c'est un gros partenaire du CER qui nous accompagne, qui accompagne cette organisation au Cameroun, n'est-ce pas, lors des grands événements du Salon international et autres, dans le cadre de Promote et autres. Ceci étant, ce n'est pas une question en tant que telle. Je voudrais, n'est-ce pas, faire une observation, sinon une requête. Ceci étant, est-ce qu'il y a des bureaux d'études qui pourront, n'est-ce pas, accompagner, n'est-ce pas, ces pays africains dans ce domaine? Parce que je ne vois pas dans vos interventions, vous n'avez pas parlé de l'espoir. Et c'est la question qui me vient à cœur. Vous savez, l'Afrique ne doit pas être en reste de la biodiversité et des énergies renouvelables. D'autant plus que nous, au Cameroun, nous contribuons au développement des énergies renouvelables à travers le CER, que je remercie bien, M. Cyril Karabo, qui nous accompagne depuis plus de 10 ans, étant secrétaire général du CER. Voilà, donc nous devrons, n'est-ce pas, nous approprier et vous demander, n'est-ce pas, de penser à l'Afrique, en l'occurrence au Cameroun. C'est ça la question que je vous ai posée. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des bureaux d'études qui, en tout cas, s'il y en a dans la salle, qui veulent se faire connaître auprès de monsieur et qui n'hésitent pas? Je pense qu'il y a des besoins aussi de compensation dans les projets, enfin en Afrique, là où on développe pas mal les énergies renouvelables. Est-ce que vous voulez commenter? Mais en tout cas, j'invite tous ceux qui ont envie d'en savoir plus de se rapprocher de l'association et de voir avec elle comment vous pourriez les aider aussi là-bas à développer les énergies renouvelables tout en préservant leur environnement. Merci à tous pour ces échanges. Je vous retrouve tout à l'heure.